Donc, le carburant est le premier défi. Le second défi, c'est qu'on prend beaucoup de temps pour faire la passation de marché. Mais nous pensons qu'ensemble, on va trouver des solutions. Par exemple, on est en train de voir comment les projets ensemble peuvent importer du carburant pour les activités, les activités qui sont financées par la Banque mondiale. La Banque mondiale, en général, ce n'est pas notre avantage comparatif. D'abord, sur le plan psychologique, ça lui donne quand même, il voit que c'est... Parce qu'il faut reconnaître qu'ici, chez nous, vous le savez, même les enfants à l'école primaire, on leur apprend quelque chose comme de mauvais, entre guillemets. On dit, Dawara tema mawa karima. C'est-à-dire, le papa ne fait rien, il veut juste défricher, et puis maman, c'est lui qui s'occupe. Même si vous allez dans tous les marais ici, vous trouverez, quand vous regardez sur les femmes, et puis vous le savez, en tant que Burundais, les conflits, c'est parfois, nous avons des petites terres là, c'est parfois quelques centimètres là. À Karimbi, comme on dit à Kirundi. Le cadre de partenariat, il couvrait la période 2019 à 2024. Nous sommes en discussion avec le gouvernement pour élaborer notre nouvelle stratégie de partenariat qu'on appelle cadre de partenariat pays. Donc, ça va permettre de définir les critères d'intervention dans le pays. Quels sont les domaines dans lesquels on va intervenir? Quels sont les instruments qu'on va utiliser pour appuyer le pays? Et quelles sont les conditions qui doivent être en place pour que ces instruments puissent être utilisés? Mondial au Burundi, et aussi de vous donner plus d'informations sur l'engagement financier qu'on a pu faire pendant l'année 2024. Comme c'est en début d'année 2025, on s'est dit on peut faire un point sur ce qu'on a pu faire l'année passée. Donc, c'est ça l'objectif. Mais on sera ouvert aussi à répondre à vos questions, bien sûr. Et mes collègues sont là pour parler un peu plus des projets nouveaux qui ont été approuvés en 2024. Donc, comme vous le savez, la Banque mondiale est engagée au Burundi depuis plusieurs années, des décennies. L'engagement de la banque se fait à travers un cadre de partenariat pays. C'est dans tous les pays, il y a un cadre de partenariat pays entre le groupe de la Banque mondiale et le pays, donc dans ce cas, le Burundi. Le cadre de partenariat pays actuel couvre la période 2019-2024. Donc, c'est fini, on va faire un nouveau cadre de partenariat. On va bientôt commencer à lancer la préparation de ce nouveau cadre de partenariat. Quand on fait un cadre de partenariat pays, ainsi que tous les engagements qu'on fait, c'est d'abord de voir c'est quoi la vision du pays, c'est quoi sa stratégie de développement et c'est quoi les priorités nationales. Et c'est ce qu'on a fait avec notre engagement actuel. Donc, la vision 2040-2060 sert de base pour les orientations. Le plan national de développement révisé et aussi les priorités du gouvernement, ainsi que le programme national de capitalisation de la paix, la stabilité sociale et la promotion de la croissance économique. Sur cette base-là, on a révisé notre cadre de partenariat pays en 2023 et les principaux axes de ce cadre de partenariat pays sont trois. Disons deux, avec une fondation qu'on appelle l'axe transversal. Le premier axe, c'est de renforcer le capital humain. Le second, c'est de renforcer les bases de la résilience économique. Et puis, il y a la fondation, qu'on appelle aussi l'axe transversal, qui est plus lié à avoir une stabilité macroéconomique, une bonne gouvernance et de mettre en place des réformes structurelles qui permettent d'améliorer le cadre d'environnement des affaires. Maintenant, nos appuis en cours, quand vous les regardez aussi, sont alignés avec ces différents axes et les priorités du gouvernement. Donc, nous sommes tout ce qui concerne le développement du capital humain en termes de protection sociale, éducation, santé, le développement social ou communautaire. Et puis, au niveau de l'axe 2, tout ce qui concerne, en fait, de créer une base de croissance économique solide. Donc, on est dans l'énergie, le digital, l'agriculture, l'environnement aussi, pour la résilience environnementale, le transport pour améliorer la connectivité
ainsi que tous les finances, la compétitivité, l'urbanisation. Et puis, il y a l'appui de la Société financière internationale, ainsi que MIGA. Et puis, au niveau de la fondation, c'est là où on fait plus d'appui technique pour améliorer la gouvernance et faire les réformes structurelles qui permettraient de développer l'environnement du secteur des affaires. Maintenant, comment se présente le portefeuille financier? Parce que la Banque mondiale, c'est aussi, en plus de l'appui financier, on fait de l'assistance technique, on fait beaucoup d'études. Mais ici, on va se focaliser seulement sur l'engagement en termes financiers. Donc, le portefeuille global au Burundi est à peu près de 1,9 milliard de dollars et tout est en dons. Et ceci est reparti en 20 projets que vous voyez là. Mais comme c'est un portefeuille qui a des projets nouveaux, comme ceux qu'on a approuvés en 2024 et d'anciens projets, donc il y a une partie de cet engagement qui est déjà décaissée. Mais il y a un montant qui n'est pas encore décaissé, qui est encore là, c'est 1,2 milliard de dollars. Et quand on regarde le portefeuille, vous regardez bien le graphe à droite, vous allez voir que le portefeuille est focalisé sur deux, je dirais, domaines clés. L'énergie qui représente 27% du portefeuille. Ça montre combien nous sommes engagés à accompagner le Burundi à atteindre l'accès universel à l'énergie. Donc, on a l'engagement financier qui est important et qui va continuer à grandir jusqu'à ce qu'on arrive à l'accès universel à l'énergie. De l'autre côté, vous avez la protection sociale, la santé et l'éducation ensemble aussi qui constituent une part importante. Donc, ça montre aussi notre volonté de continuer à investir davantage dans l'humain. Donc, le développement du capital humain. Donc, ça, ce sont les deux vraiment domaines clés de l'engagement de la banque au Burundi, en plus de tout le reste qu'on fait. Donc, quand on regarde 2024, ça a été marqué par une augmentation significative de notre engagement dans le pays, avec un montant total d'engagement de 703 millions de dollars en différents projets qui ont été approuvés en 2024. Et tous ces projets sont alignés avec les priorités définies par le gouvernement. On a aussi voulu vous montrer juste une présentation rapide de la répartition géographique des interventions. Donc, tous les pointillés que vous voyez montrent que la couverture géographique de l'ensemble de l'engagement qu'on a, des projets que nous finançons, c'est sur le territoire national. Presque partout, le financement de la banque a touché une zone ou une autre. Par exemple, le projet Merakabandi est maintenant sur tout le territoire national. Ça, c'est un fait. Le projet PAFEN, qui va faire la digitalisation au niveau le plus reculé, c'est sur tout le territoire national, ainsi de suite. Il y a des projets aussi spécifiques qui vont être juste sur des zones où il y a plus de besoins. Par exemple, quand on parle de Kouriza, c'est dans une zone spécifique pour lutter contre la malnutrition. Donc, on a un outil qu'on appelle GEMS. Un jour, peut-être, on va vous faire une présentation spéciale sur ça, qui permet d'avoir une visibilité sur chaque intervention. Donc, chaque pointillé que vous voyez, c'est une intervention. Et on peut même avoir ça de façon réelle, instantanée. Là, voilà un peu la rétrospective des projets approuvés en 2024. Vous allez voir que vraiment, c'est une année où on s'est engagé à pousser davantage notre engagement dans le pays. Et ceci s'est soldé par plus de 700 millions de dollars d'engagement nouveau dans le pays. Maintenant, c'est à nous de nous atteler ensemble avec le gouvernement dans la mise en œuvre de ces nouveaux projets. Le premier sur la liste, c'est le projet de préparation et de réponse aux urgences sanitaires au Burundi, qui est un projet régional de 50 millions de dollars. Le deuxième, c'est le projet d'accélération de l'accès à l'énergie soutenable et propre, qui est aussi un projet régional programmatique de 150 millions de dollars. D'abord, on a fait un premier
un premier financement de 100 millions, puis dernièrement, on a signé les 50 millions qui étaient en financement additionnel, donc ça fait 150 en tout. Le projet Merakabandi, on a ajouté 50 millions de dollars aussi en juin dernier. C'était pour répondre au choc climatique qui avait eu lieu. Et le projet de résilience urbaine est de 113 millions de dollars. Une partie de ce projet aussi répond au choc climatique. Et le projet de capital humain, qui couvre aussi bien des activités au niveau du secteur de la santé et de l'éducation, est de 200 millions de dollars. Et puis le projet de résilience climatique des collines du Burundi, qui est un projet de restauration des paysages. Il va augmenter la productivité des terres et la résilience climatique des communautés fragiles dans certaines collines spécifiques. Il est de 70 millions de dollars du côté de la Banque mondiale, mais il y a aussi un financement qui vient du fonds FED, c'est ça? Fonds vert, climat. Donc ça, c'est... Et puis, bien sûr, il y a le financement additionnel au projet Gigi Moulembe, qui est de 30 millions de dollars. Donc ça amène le montant total pour Gigi Moulembe qui est maintenant de 180 millions de dollars. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en termes réels? On a amené de l'engagement nouveau, mais en termes sur le terrain, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plein de choses, mais on voulait juste faire le focus sur quelques éléments. Comme le Burundi a fait face au choc climatique avec la montée des eaux au cours de 2024, on a activé une composante qu'on appelle composante d'urgence. C'est une composante qui est dans tous les projets. Donc, on utilise quand il y a un besoin urgent de financer des activités pour répondre aux crises. A permis d'appuyer 10 000 ménages qui ont été affectés par les inondations, avec une capacité, mais il y a une capacité d'intervention de 40 000 ménages. Aussi, il y a eu un moment avant cela où certains ménages avaient été affectés par l'insécurité alimentaire. Là, on avait débloqué 35 millions de dollars et ça a permis de fournir des intrants agricoles aux ménages affectés et de faire des transferts monétaires d'urgence dans 6 provinces parmi les plus touchées par l'insécurité alimentaire. Donc, ceci a permis de toucher à peu près 50 000 ménages en 2024. 10 ménages supplémentaires reçoivent actuellement une aide saisonnière basée sur des données mises à jour sur l'insécurité alimentaire. Donc, l'impact, c'est quoi? C'est de s'assurer que les familles les plus touchées par les crises sont soutenues à travers notre engagement dans le pays. Donc ça, c'était juste un exemple que on voulait vous donner. Donc, on a aussi voulu vous donner quelques réalisations clés ou de l'impact de notre engagement dans le pays. J'aurais aimé que certains de mes collègues soient là pour présenter cette partie-là. Donc, mais ils sont pas là, mais c'est pas grave. Par exemple, le projet Merakabandi. C'est un des projets les plus connus, je pense, sur le financement de la Banque mondiale. Et quand on le regarde, avant, il y avait le premier projet Merakabandi qui était seulement dans 4 provinces. Depuis le nouveau projet, qui est maintenant de 200 millions de dollars, comme je vous l'avais dit, en tout, on a pu atteindre plus d'1 million de personnes directes. C'est pas des ménages, ici on parle de personnes. Et la majorité de ces bénéficiaires, ce sont des femmes. Donc, nous pensons que ça a un impact parce qu'on a eu les témoignages, il y a eu l'évaluation d'impact qui a montré que ces bénéficiaires, il y a eu un changement dans leur vie. Vous avez sûrement entendu parler des témoignages, il y en avait même qui ont dit combien cela leur a permis de sortir de l'extrême pauvreté et de commencer à aussi contribuer à l'économie et dans leur pays. Donc, les bénéficiaires reçoivent des transferts monétaires digitaux sur 24 mois. Ceci est accompagné par des formations pour qu'ils investissent dans le capital humain et on renforce aussi leur capacité entrepreneuriale. Dans le cas de Merakabandi, on travaille avec le gouvernement pour créer un registre social unique qui sera digitalisé et qui va permettre de faire une intervention rapide quand il y a un choc. Parce que parfois, c'est plus difficile d'identifier les bénéficiaires quand on ne sait pas
quand on n'a pas une base de données. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire. Et puis, le projet a aussi permis de faire l'inclusion financière avec plus de 90% des femmes bénéficiaires qui participent désormais dans des initiatives communautaires d'épargne et de crédit et qui aussi entreprennent des activités économiques. On a remarqué qu'il y a une augmentation du pouvoir économique des ménages et ceci favorise l'amélioration de la nutrition de leurs enfants. Et ils maintiennent leurs enfants dans les écoles, particulièrement les jeunes filles. Donc ça, je pense qu'il y a un impact important. Et le projet aussi intervient dans les zones où il y a les réfugiés, ce qui aussi aide à faire une bonne cohésion entre les communautés hôtes et les réfugiés. Pour l'éducation, le projet PADESCO a vraiment contribué à améliorer deux indicateurs principalement. Le taux net de scolarisation, ainsi que les compétences en mathématiques qui se sont vraiment améliorées grâce à ces interventions-là. Je pense le fait que les enseignants ont été formés, environ 30 000 enseignants ont été formés, et des manuels scolaires ont été fournis, près de 6 millions, 5,75 millions de manuels ont été fournis, donc un manuel par enfant dans plusieurs domaines. Et les cantines scolaires, on supporte les cantines scolaires. Imaginez qu'il y a 89 000 repas chauds fournis quotidiennement. Ça, c'est immense. Et puis, la distribution aussi des guides pédagogiques pour les enseignants. Tout ceci a vraiment permis d'améliorer davantage, je dirais, les deux indicateurs qu'on a cités aussi haut. Alors, aussi, il y a des réalisations, je prends la relève, sur le secteur de la santé. Et vous voyez les projets énumérés. On commence par le projet qui a été clôturé l'année dernière. On a eu beaucoup de réalisations dans 6 provinces déjà, c'est pas mal. Donc, c'est l'objectif à temps recherché. Et environ 30% des enfants âgés de 0 à 23 mois ont pris un poids suffisant à cause de ce projet-là. Et aussi, il y a une augmentation de l'utilisation du contraceptif moderne, pas local mais moderne, au niveau des femmes, est passé de 19,9% à 30%. À travers l'octroi des vaches, a eu un impact incroyable dans ces zones-là. Les bovins distribués, c'était plus de 1900 bovins qui ont été distribués. Donc, ça a dépassé ce qui était prévu. Et quand on regarde aussi le nombre de semences que ça a créé, qui ont été octroyées plus tôt, c'est 115 528 tonnes de semences de haricots biologiques qui ont été données. Et puis d'autres aussi, maïs et autres, qui ont été donnés aux populations bénéficiaires dans les zones où il y a eu la restauration des paysages. Mais un élément très important, c'est qu'ils ont fait l'aménagement intégré des bassins versants. Et en plus de cela, il y a eu la certification foncière. Il y a eu plus de 103 000 certificats fonciers qui ont été délivrés et 70% portent le nom des femmes. Et le fait d'avoir des certificats fonciers diminue beaucoup les conflits autour de la terre, ce qui est une bonne chose. Donc, c'est pourquoi on a approuvé un nouveau projet dans la restauration des paysages qui va permettre de bâtir sur les leçons de ce qu'on a fait ici et avancer. Le projet aussi s'est focalisé sur les Batois, donc vous voyez les populations autochtones. Et je pense que ça a été aussi très bénéfique dans la protection des aires protégées surtout. Donc, on va vous distribuer ce document. Vous allez avoir plus d'éléments sur les réalisations. L'agriculture, de même, à travers le projet d'appui à la mise en œuvre du développement agricole intégré dans les Grands Lacs, qui est un projet intégré, un projet régional. Donc, il y a eu une augmentation de la productivité dans les secteurs du riz, café, banane et lait. Et aussi, il y a eu la productivité. Vous avez les chiffres sur la productivité, mais il y a aussi la chaîne de solidarité bovine qui a été soutenue. Donc, de façon transversale,
dans les projets, il y a des éléments sur lesquels on continue à s'appuyer. C'est-à-dire, s'il y a une approche qui marche très bien, une initiative qui marche, on continue à l'appuyer à travers d'autres projets. Il y a aussi le focus sur une coopération régionale basée sur le partage de technologies. Mais il y a surtout la construction de ce... C'est un pont, non? Oui. Comment on appelle le pont? Le pont de Kavimvira. Qui va être... Donc, ouais, qui va faire vraiment le lien entre la RDC et le Burundi. Ça montre l'intégration régionale et ça va aider dans le développement du commerce dans cette zone-là. L'énergie. J'ai mes collègues ici, je vais leur demander de parler de l'énergie. Donc, tout d'abord, le projet hydroélectrique de Rousseau, donc les installations et les aménagements ont été réceptionnés en 2024. Ce projet ajoute 27 mégawatts au réseau national. Donc, ça représente à peu près 30% de la production électrique du pays. Mon collègue David a suivi ce projet de près. Le second projet est le projet hydroélectrique de Djidji Moulembwe, d'une capacité de 49,5 mégawatts, qui sera donc réceptionné. Les 2 stations seront réceptionnées dans les prochains mois, en 2025. Et aujourd'hui, les 5 sous-stations et les lignes haute tension sont déjà réceptionnées. Donc, c'est un projet qui date de plusieurs années, presque une décennie. Et on est vraiment satisfait de voir que la réception approche. Enfin, le projet Soleil Nyakiriza. C'est un projet donc qui se focalise sur le déploiement des solutions solaires décentralisées dans tout le pays. Il y a déjà plus de 120 écoles qui sont équipées de foyers améliorés. Ça permet de réduire la consommation de combustible et donc ça a un impact très positif sur l'environnement et également pour les cuisiniers et cuisinières qui respirent moins d'air toxique. Il y a également en cours l'installation de systèmes solaires. Il y a déjà une trentaine de centres de santé qui sont équipés. L'objectif, c'est d'avoir 400 centres de santé et 400 écoles équipées de systèmes solaires. Et ça, la présentation sur le portefeuille, l'engagement que nous avons dans le pays et surtout les projets que nous avons adoptés au cours de 2024. Tu peux revenir sur la Société financière internationale a pu aider dans l'approvisionnement en carburant à travers différents mécanismes. Donc, on va continuer à dialoguer avec le gouvernement pour voir dans quelle mesure on pourra aider. Donc, on espère que ceci va aboutir, mais c'est un problème chronique qui affecte nos opérations aussi, les opérations que nous avons dans le pays, qui affecte nos collègues qui vivent ici, nous tous, y compris moi-même, parce que parfois je n'ai pas de carburant. Donc, c'est une réalité qu'on sait qui a un impact négatif sur l'économie du pays et c'est critique que ça puisse être résolu le plus rapidement possible. Donc, on va continuer à voir comment accompagner le gouvernement, mais bien sûr, c'est au gouvernement de trouver la stratégie et nous, on va essayer d'appuyer cette stratégie-là. Donc, on n'a pas de solution magique qu'on a appliquée ailleurs qu'on pourra appliquer ici. C'est pas notre rôle, c'est de financer les projets de développement directement. Et on sait que c'est ce qu'on essaie de faire. Malgré la situation difficile, on essaie de trouver des moyens pour appuyer les populations les plus affectées. Par exemple, quand il y a eu les pluies, il y a eu beaucoup d'inondations, vous avez vu qu'on a appuyé les populations. Donc, quand il y a un choc économique aussi, on essaie de venir pour appuyer. Donc, ça dépend de quelle stratégie le gouvernement met en place. Parce que même quand on a appuyé les populations affectées par les inondations, c'était à travers le plan d'urgence que le gouvernement a mis en place. Donc, si le gouvernement a une stratégie, nous sommes là pour l'appuyer. Donc, on attend de voir cette stratégie-là et on pourra voir dans quelle mesure on va appuyer. Donc, ça, c'était à peu près les 2 questions qui ont été posées par les 2 premiers, Bouja, 24 et autres. Après, il y a eu la question sur le projet café, qui avait un objectif, je pense, de pousser la productivité pour une production de 30 000 tonnes de café. Malheureusement, ce projet a été abruptement arrêté en 2021, si je ne me trompe. Et je n'étais pas là, malheureusement, mais je pense que les documents sont publics. Donc, on n'a pas continué à supporter le gouvernement dans ce projet. Le projet a été arrêté. C'est pourquoi
vous ne voyez pas de réalisation. Le projet a été arrêté en 2021. Pourquoi est-ce qu'il a été arrêté? C'est pourquoi je vous ai dit, les documents sont publics. On va aller les chercher parce que je n'ai pas l'élément ici et je n'ai pas un collègue qui s'occupe de ce secteur-là. Mais le projet a été arrêté depuis 2021 de façon abrupte. C'est pourquoi il n'y a aucune réalisation directement sur ça qui est présenté. C'est à cause de ça que vous ne voyez pas. Vous avez eu la liste des projets actuellement, par exemple. Le projet n'est pas cité dedans. Donc, c'est pourquoi vous n'avez aucune information là-dessus. Il y a un collègue qui a parlé de c'est quoi le décaissement, question sur les décaissements, et un autre qui a demandé quels sont les obstacles. Donc, je vais parler des deux. Donc, vous savez, l'année fiscale de la Banque mondiale, c'est à peu près l'année budgétaire aussi du Burundi. Donc, je vais me référer à l'année fiscale qu'on appelle 2024, qui a commencé le 1er juillet de 2023 au 30 juin de 2024. C'est bien ça? Oui. Donc, on a eu un taux de décaissement qu'on appelle 36%. Je n'ai pas le chiffre exact en termes de dollars, mais je pense que ça faisait plus de 200 millions de dollars qui avaient été décaissés. Mais je n'ai pas le chiffre dans la période passée. Ce n'est pas l'année calendaire, hein, juste pour qu'on fasse ça. Donc, c'est ce qu'on avait eu. Donc, c'était un très bon taux de décaissement parce qu'on avait fait vraiment beaucoup d'actions en réponse à l'inondation, par exemple. Tout cela a été compté dans cette période-là. Donc, c'est ce qu'on a réalisé donc pour cette année fiscale qui commence du 1er juillet passé de 2024 jusqu'à maintenant, notre décaissement est à peu près de 70 millions de dollars. Vous voyez? C'est un peu moins que la moitié de ce qu'on avait eu l'année passée. Donc, on doit faire plus encore pour arriver à avoir un taux de décaissement plus élevé, parce que c'est quand on arrive à financer des activités qu'il y a des réalisations, qu'il y a un impact. Donc, on va continuer à travailler avec le gouvernement pour que ceci puisse. Quels sont les défis? Vous avez parlé du carburant. Donc, ce défi dont vous parlez affecte directement les activités de construction d'écoles, les activités de construction de centres de santé, les activités de construction du pont, ainsi de suite. Les missions sur le terrain pour faire le travail de Merakabandi. Donc, le carburant est le premier défi. Le second défi, c'est qu'on prend beaucoup de temps pour faire la passation de marché à cause du manque de capacité. Donc ça, c'est un défi avec lequel on travaille aussi. Donc, ce sont les deux principaux défis que je peux citer, mais nous pensons qu'ensemble, on va trouver des solutions. Par exemple, on est en train de voir comment les projets ensemble peuvent importer du carburant pour les activités, les activités qui sont financées par la Banque mondiale. Pour tout ce qui concerne les problèmes de capacité, il y a un programme qu'on a appelé IMCP. Vous êtes venus au lancement de ce programme-là. C'est un programme c'est une initiative de masse critique de professionnels des projets. Par rapport à ta question, on va parler justement de la date de clôture du projet. Sur base justement des projections, des calendriers de réception des infrastructures, surtout pour les écoles et les centres de santé, les 400 écoles de centres de santé font apparaître des dates de réception avant justement le clôture du projet. Et c'est vraiment ce point d'accélération, le moment que tous les pilotes sont testés, qui va permettre justement à atteindre cet objectif avant la clôture du projet. Toutefois, votre point de vue est partagé avec le gouvernement qui en a fait la demande et l'équipe du projet tendrait justement d'explorer les options justement pour voir dans quelle mesure justement le projet pourrait être allumé. Je pense que toutes les parties prenantes seront informées pour faire des c'est pour devant ces considérer. Merci beaucoup. Donc, quand il a demandé, est-ce qu'on peut peut-être utiliser les ressources du projet COVID pour aider le gouvernement par rapport au carburant, je dirais
il est très créatif. Mais est-ce que c'est seulement l'argent? C'est-à-dire les 60 millions qui vont, c'est combien? Est-ce que c'est même, 65. hein? C'est 65? Et une bonne partie a été déjà décaissée. Ça, c'est pas ça. Je pense que c'est d'évaluer c'est quoi le problème et de trouver une stratégie. Et puis, une fois qu'on a la stratégie, je pense que les financements pourraient venir pour appuyer. Parce que le montant qu'il faut pour importer le carburant, je ne connais pas les montants exacts. Et je suis sûre que... C'est 30 millions de dollars. Yeah, donc, vous voyez, il ne reste pas 30 millions dans ce projet-là. Donc, même si on donne, ça ne va pas suffire pour un seul mois. Alors qu'on cherche une solution pour aujourd'hui, mais pour toute, la continuité, pour assurer une importation continue, un approvisionnement continu en carburant dans le pays. Donc, ça demande plus que juste un financement de quelques millions de dollars qui sont disponibles. Donc, c'est pourquoi je dis, on continue à écouter le gouvernement et à voir dans quelle mesure on pourra aider à travers les 3 institutions qui sont au sein du groupe de la Banque mondiale. Donc, ça, c'est par rapport à la question sur le projet COVID. Il y a une autre question sur le processus électoral, les élections qui vont venir, qu'est-ce qu'on va faire? La Banque mondiale, en général, ce n'est pas notre avantage comparatif. On n'a aucune expertise dans le domaine. Nous, c'est vraiment le développement économique du pays. Créer de la croissance pour lutter, avoir une croissance partagée pour lutter contre la pauvreté et s'assurer que les plus vulnérables sont protégés. S'assurer vraiment que la base économique est solide pour permettre de créer de la valeur pour chaque personne qui vit dans le pays. Et c'est ce qu'on fait. Donc, on ne sera pas impliqué, mais je suis sûre qu'il y a d'autres partenaires qui sont experts dans ce domaine, qui pourront peut-être contribuer au processus qui est en cours. Le certificat foncier et la culture. C'est une excellente question. Et j'ai pas un de mes collègues ici. Est-ce que Joanne, tu pourrais parler peut-être de ça un peu plus? Je peux en parler. Oui. Donc, juste donne-moi une minute. Juste donne-moi une minute. Joanne va vous revenir là-dessus parce qu'il a travaillé là-dessus. Mais ce qui est le plus intéressant dans le projet de restauration des paysages, c'est qu'il s'est basé sur la culture. Il a amené les communautés ensemble pour discuter, pour trouver la meilleure stratégie qui permettrait d'intégrer les noms des femmes sur les certificats fonciers. C'est pas comme si on a changé la loi ou quoi que ce soit. Ce qu'on a changé, c'est l'interaction. Comment trouver ensemble les meilleures solutions pour que les certificats fonciers puissent aussi avoir les noms des femmes. Parfois, ce sont des couples où la femme et le monsieur ont leur nom sur le certificat foncier. Et il y a eu beaucoup de témoignages que ceci n'a pas été imposé, c'est la consultation qui l'a permis. Je vais lui permettre de décrire le processus et de pouvoir répondre à la question. Après la crise de 93, je crois que vous le savez, c'est la Suisse, la coopération suisse qui faisait le lead, qui était à l'avant-garde des pauvres. Tout ça, c'était, bon, vous le savez, comme vous êtes burundais, les plus grands conflits se trouvent, l'origine, c'est la terre. Quand vous allez dans les cours et tribunaux au Burundi, presque 80%, plus de 80%, ce sont des palabres liées à la terre, au foncier. Alors, quand on a commencé cela, on a commencé à faire le processus individuel. Quelqu'un se levait le matin sur la colline, il venait, il demandait à ce qu'on fasse, et on essaie de délimiter sa terre, de lui donner un certificat. Parce que là, il faut distinguer le certificat et le titre, c'est différent. C'est différent. Il y a le titre de propriété et le certificat. Mais n'empêche que le certificat, c'est très, très important. Moi, je viens d'une province où on a commencé, c'est là où se trouvait même le siège. Je suis dans Gozi, le siège de la coopération suisse qui faisait la certification foncière. On le voit vraiment, les conflits ont baissé très fortement. Parce que même sur le plan psychologique, quelqu'un qui a un papier, qui dit voilà, ça c'est ta terre, vraiment il est engaillardi, il sait qu'il c'est délimité. Et puis vous le savez, en tant que Burundais,
que les conflits, c'est parfois, nous avons des petites terres là, c'est parfois quelques centimètres là. À Karimbi, comme on dit à Kirundi. On veut quelqu'un qui va jusqu'à la cassation, à la Cour suprême pour aller faire le. Quand vous calculez économiquement, ils vont, bon, je ne dis pas qu'ils vont bien laisser, mais c'est une question de dire, voilà, je ne peux pas me laisser faire. Bon. Alors, s'agissant de la question que vous avez, qui est une question pertinente, c'est très important, avec le projet qui vient qu'on vient de clôturer, on est comment on va essayer avec les certificats où il y a co-signature de madame. Bon, il n'y a pas vraiment des résistances outre mesure. Moi, je me souviens, on avait même la bénédiction des hautes autorités à l'époque. Je me souviens que le ministre de l'Environnement de l'époque, parce qu'avant, le ministère de l'Environnement était séparé du ministère de l'Agriculture. Il a dit, allez de l'avant. Vous allez le voir. Il a dit, allez de l'avant, vous allez essayer. Et puis, on a commencé avec, ici à Isale, à Buhinyuza, et après, on a fait à Matongo, dans Kayanza. Alors, les gens, on voit, d'ailleurs, on le voit quand on va les voir. Vous savez, une dame qui pose à côté de son mari avec son certificat. D'abord, sur le plan psychologique, ça lui donne quand même, il voit que c'est. Il faut reconnaître que ici, chez nous, vous le savez, même les enfants à l'école primaire, on leur apprend quelque chose comme de mauvais, entre guillemets. On dit, Dawara tema mawa karima. C'est-à-dire, le papa ne fait rien, il fait juste défricher, et puis maman, c'est lui qui s'occupe. Même si vous allez dans tous les marais ici, vous trouverez, quand vous regardez sur les femmes, moi je me souviens à l'époque, j'ai organisé quelque chose à la RTNB à l'époque, parce que j'étais à Matongo, je vois dans le marais de Matongo, c'était les femmes seulement qui étaient au champ. Et quand je suis arrivé ici, j'ai demandé à quelqu'un qui était chargé de la communication, je lui ai dit, il faut vraiment faire quelque chose parce que c'est pas normal que les hommes soient le long de la route, là, à Matongo, là. Il y a de bons bistrots là-bas et que les autres soient là. Alors, pour revenir à la question précise qu'ils ont posée, culturellement, ça n'a pas posé. Il y a des choses que nous mettons sur le fond de la culture, mais après, quand on essaye, ça marche. Vous savez, les cultures évoluent aussi à travers le monde. Ça évolue. Donc maintenant, ça marche très bien. Et puis, dans le nouveau projet qu'on va démarrer bientôt, qu'on a signé il y a 2 ou 3 jours, il est prévu vraiment, on va vraiment amplifier l'opération certification foncière. Donc, c'est pour vous dire à quel point vraiment il n'y a pas eu de résistance. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julien. Thématique des produits, qui en tout est de 88 millions de dollars, pour 70 millions de dollars de financement de la Banque mondiale. Donc, le projet vise à augmenter la productivité des terres et la résilience climatique des communautés fragiles dans 80 communes à travers 87 sous-bassins versants ciblés. Il va aussi faire la certification foncière, comme ce qui a été fait dans le projet précédent. Le projet qui est clôturé maintenant est ici sur 22 collines. Donc maintenant, on va aller sur 80 collines qui sont les plus dégradées. Donc, c'est ça l'objectif du projet. Maintenant, il y a un collègue qui a parlé on investit dans les barrages. Qu'est-ce qu'on fait pour la distribution? Il y a des autres. Je pense que c'est de ça dont mes collègues parlaient, mais je vais juste parler brièvement du projet Assante, qui est le projet il est ici, il est au niveau on l'appelle projet d'accélération de la transformation de l'accès à l'énergie durable et propre au Burundi. C'est le numéro 4. C'est le numéro 4 sur le projet, sur la liste. Il y a de 150 millions de dollars, un projet régional. Donc, l'objectif principal du projet, c'est quoi? C'est d'accroître la contribution du Burundi à cette grande stratégie ou mission qui dit de faire tout pour que l'Afrique soit électrifiée. 300 millions d'Africains, donner l'accès à l'électricité pour 300 millions d'Africains d'ici 2030. Donc, le Burundi fait partie de ce grand programme-là. OK? Et à travers ce projet qu'on appelle Assante, de 150 millions de dollars aujourd'hui, on va investir le plus dans les réseaux.
la construction et la rénovation des réseaux. Ceci va permettre d'électrifier au moins, de donner l'accès à 1,2 million de personnes directement, parce qu'il y a maintenant la capacité de génération d'électricité a beaucoup augmenté, ça va continuer à augmenter avec l'investissement dans le barrage. Et puis, il y a aussi le secteur privé qui est impliqué. Donc, avec ça, l'électrification rurale va aussi voir le jour. Donc, avec ça, on pense que d'ici 2030, il y aura une forte augmentation du taux d'accès à l'électricité. C'est pourquoi quand vous regardez notre portefeuille, on peut aller sur la première page de la présentation. Vous regardez le graphe, environ 27%, c'est 27% je crois, c'est dédié à l'électricité. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ça, mes collègues Juliette et David sont là. Après la conférence, vous pouvez vous asseoir avec eux. Ils vont vous donner plus de détails sur le projet Assante et répondre spécifiquement à vos questions. Donc, la passation des marchés, c'est un défi. Et c'est pas seulement au Burundi. Donc, ça demande à renforcer les capacités. J'ai parlé du programme initiative de masse critique des professionnels. Ça, c'est une façon d'avoir plus de jeunes professionnels dans les domaines de passation de marché, par exemple. Il y a d'autres domaines, mais c'est une mesure que nous sommes en train de mettre en œuvre pour pouvoir avoir beaucoup plus de professionnels qui maîtrisent la passation de marché. Deuxièmement, c'est que nous-mêmes, parce que le portefeuille il continue à grandir, il y a plus d'activités, c'est nous-mêmes de travailler directement avec le gouvernement, les unités de passation, les unités de gestion de projet, pour que quand il y a une activité de passation de marché, qu'on puisse synchroniser, qu'on puisse donner l'appui nécessaire afin que les délais ne soient pas trop longs. Donc, qu'il y ait une interaction, un appui direct si c'est nécessaire. Il y a aussi un élément qu'on a ajouté, qu'on appelle d'avoir une expertise spécialisée en passation de marché qui est utilisée en cas de besoin, surtout quand il s'agit des activités plus complexes. Donc, on appelle ça hands-on support, hands-on support en procurement, qui existe dans beaucoup des projets maintenant qui peuvent utiliser pour pouvoir les aider. Donc, on a une combinaison de mesures qu'on prend pour pouvoir les supporter. Et on espère que ça va aboutir à un résultat et qu'il y aura moins de délais sur la passation de marché. Donc, ça, c'est par rapport à la passation de marché, ce qu'on fait. L'appui budgétaire, c'est une question excellente. Et je pense que cette question va être évaluée dans le cadre de notre discussion pour le nouveau cadre de partenariat pays. Comme vous avez vu, le cadre de partenariat, il couvrait la période 2019 à 2024. Nous sommes en discussion avec le gouvernement pour élaborer notre nouvelle stratégie de partenariat qu'on appelle cadre de partenariat pays. Donc, ça va permettre de définir les critères d'intervention dans le pays. Quels sont les domaines dans lesquels on va intervenir? Quels sont les instruments qu'on va utiliser pour appuyer le pays? Et quelles sont les conditions qui doivent être en place pour que ces instruments puissent être utilisés? Donc, on va discuter de tout ça pendant l'élaboration de notre cadre de partenariat pays avec le Burundi, bientôt on va le lancer, et puis on va voir ensemble quelles sont les solutions. Comme je vous ai dit, nous sommes très conscients de la situation économique difficile et son impact sur la population que nous sommes là à servir, et nous sommes disponibles à travailler avec le gouvernement pour trouver des solutions ensemble. Maintenant, quel est l'impact de ce qu'on fait? Comment on le mesure? Dans chaque projet, il y a un système de suivi-évaluation qui est en place. Donc, quand vous regardez un document de projet, on devrait vous donner un document de projet que vous allez regarder. Il y a une matrice de résultats. Il y a des indicateurs spécifiques. Je ne sais pas aussi si vous avez vu le scorecard du groupe de la Banque mondiale, qui est très simple. On va aussi vous donner le lien sur le scorecard. On va dire, par exemple, au Burundi, l'accès à l'énergie doit passer de X à X. Tel nombre de millions de Burundais doivent avoir accès à l'énergie. Et on va le mesurer sur la période. Par exemple, le projet Soleil, on sait que c'est pour combien de ménages on devrait électrifier. C'est pour combien de business on devrait donner l'énergie.
On va le mesurer. Combien d'écoles devraient avoir les panneaux solaires? On va le mesurer. Donc, c'est une matrice qui est en place et c'est vraiment des spécialistes qui sont recrutés pour faire le suivi et évaluation. Donc, c'est toujours bien mesuré. Et quand on n'arrive pas aussi à réaliser un indicateur, un objectif que nous avons, on évalue pourquoi on n'a pas pu le faire. Et on tire les leçons de ça pour pouvoir améliorer davantage. Donc, c'est ça les réponses que j'avais pour les questions. Et je vous remercie encore d'être venu.